Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bouzou et Julia de Funès. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu dans le studio. Nicolas et Julia, vous publiez ensemble un livre écrit à quatre mains, à deux mains, voilà, c'est La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre livre, qui est un énorme succès de librairie, alors que finalement, le thème du livre sont les ressources humaines, la vie dans les grandes entreprises. On pourrait se dire, ça va être un livre très thématique, lu par quelques grands cadres, dirigeants d'entreprises. Et comme il est remarquablement bien écrit, avec beaucoup d'humour, presque comme une série télévisée, on le lit avec sur toutes ces anecdotes sur ce qui se passe dans l'entreprise, mais avec des sujets sérieux, parce que les anecdotes permettent de nous amener vers des conclusions sur la perte de temps, comment gagner en productivité au sein des entreprises. C'est un livre utile à tout le monde, voilà, aux étudiants, ceux qui vont travailler, aux entrepreneurs, aux patrons de PME, aux patrons de très grands groupes. C'est un hymne à la création, à la liberté d'entreprendre, à l'innovation et à l'intelligence. Finalement, on s'aperçoit que les grandes entreprises ont un mode de fonctionnement très bureaucratique, comme l'État. C'est la principale conclusion. Oui, complètement. Nicolas Bouzou. D'ailleurs, en effet, ce livre, on l'a fait plutôt sur les grandes entreprises, mais c'est intéressant de voir qu'on a pas mal de témoignages qui nous arrivent et beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique, dans l'hôpital, dans le secteur associatif aussi, ou dans le secteur mutualiste, et qui nous disent les problèmes sont exactement les mêmes, c'est parfois même pire. Dans le secteur associatif, par exemple, pas mal de gens nous ont dit nous, on est allé dans le secteur associatif parce qu'on cherchait du sens, on pensait que ce serait mieux que l'entreprise traditionnelle, et au fond, on retrouve exactement les mêmes problèmes, voire pire. Problèmes d'organisation, de bureaucratie, de mauvais managers, de réunions, tout ce que vous voulez. Et donc, la difficulté, en fait, c'est les organisations. C'est le fait que quand vous avez une grande organisation, il faut gérer des êtres humains, et que gérer des êtres humains, diriger des êtres humains, c'est quelque chose qui est très difficile. Et au-delà de ça, juste pour compléter ce que vous disiez au début, je pense qu'il est tombé, il parle vrai, donc je pense que c'est pour ça qu'il rencontre un certain succès, et il est surtout tombé à un très bon moment. Les gens en ont marre, les collaborateurs en ont marre de toute cette mode managériale, cette norme comportementale, langagière qu'on retrouve en entreprise, et ça décongestionne certains poncifs. On a eu le courage, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a osé dire ce qu'on pensait de façon très vraie, très crue, et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. Et sur les procédures, ça va bien au-delà de l'entreprise, que ce soit vrai dans le public, dans le privé, mais aussi dans notre société, au-delà des entreprises. C'est qu'on voit très bien qu'on est complètement englué dans des procédures. Maintenant, pour joindre un banquier, quand vous appelez votre banque, il faut taper 1, 2, 3, 4, 5 et vous n'avez jamais personne au bout du fil. Passer par un call center qui va filtrer et qui va vous remettre en contact avec lui. C'est des situations très, très courantes dans la vie de tous les jours. Oui, mais alors, on parle de la vraie vie oui, non, j'arrête de parler. De ces grandes entreprises. Non, mais c'est ce qui nous a surpris. Très honnêtement, le succès nous a surpris parce que, comme vous le disiez au début de notre entretien, Yannick, nous, on pensait faire un livre sur l'entreprise, sur le management, et plutôt pour des managers, des spécialistes des ressources humaines. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait mis des mots sur un problème que beaucoup de nos concitoyens ressentent vraiment dans leur chair. C'est-à-dire que les gens, ils veulent bien travailler plus, ils aiment leur entreprise. En France, ils aiment même de plus en plus l'entreprise en règle générale. Mais en revanche, ils n'en peuvent plus de toutes les contraintes superflues de l'entreprise et qui bien souvent les empêchent de travailler. Et ça crée un véritable mal-être. Est-ce que ces contraintes, on les retrouve dans toutes les grandes entreprises, ou lorsque les grandes entreprises, quand à la tête de la grande entreprise, le patron est le créateur de l'entreprise, là, les procédures sont-elles différentes? J'imagine, évidemment, il n'est plus là, mais à Marcel Bleustein-Blanchet, quand si à Publicis, il y aurait aujourd'hui des pertes de temps, des réunions à la PowerPoint pendant des heures, il dirait stop. À Jean-Paul Baudecroux, aujourd'hui, n'a peut-être pas la même gestion de son entreprise quand il se balade dans les différents étages de ses entreprises qu'un patron salarié. C'est vrai. Alors moi, je le mettrais pas forcément sur le côté entrepreneur, créateur de son entreprise ou salarié. Je réduirais ça au charisme aussi et au courage du manager. Que ce soit un salarié ou que ce soit un entrepreneur, certains managers ont le courage de mettre de côté certaines procédures absurdes, de simplifier les choses. Donc je pense que c'est plutôt une compétence personnelle qu'un statut qui explique cet engourdissement. Je pense quand même que au XXe siècle, il y a eu de moins en moins d'entrepreneurs et de plus en plus
gestionnaires au fond. Alors c'est lié à l'augmentation de la taille des entreprises. Beaucoup de gens avaient créé des entreprises au début du XXe siècle et puis ces gens sont partis à la retraite ou sont décédés, etc. Et on leur a substitué des gens qui n'étaient pas des entrepreneurs, mais qui étaient des managers qui en France d'ailleurs souvent sortaient de grandes écoles. Et souvent, et ça c'est assez spécifique à la France, de l'ENA, donc qui avait une formation plutôt administrative, ce qui est très bien, hein. L'ENA est une formidable école, mais qui ne forme pas des dirigeants d'entreprise et encore moins des entrepreneurs. Et donc je pense qu'on a eu des entreprises de plus en plus gérées de façon de plus en plus technocratique, et c'est particulièrement vrai des entreprises publiques. Alors c'est un peu en train de changer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Quand je vois des entreprises comme Air France ou comme Engie, aujourd'hui elles sont dirigées par des gens qui sont des chefs d'entreprise. Isabelle Cochet ou Ben Smith ne sont pas des entrepreneurs, mais ce sont des vrais chefs d'entreprise. Mais c'est un peu nouveau, mais jusqu'à un passé très, très récent, la plupart des grandes entreprises en France étaient dirigées, pour beaucoup, par des hauts fonctionnaires. Et c'est très bien d'être haut fonctionnaire, mais les hauts fonctionnaires n'ont pas forcément les qualités de charisme, de leadership, d'autorité, de capacité à imposer une vision dont parlait Julia. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises où les patrons sont des salariés et qui ont décongestionné les choses. Si je prends un exemple français, la Poste, par exemple, alors pour le coup, si vous alliez dans un bureau de poste il y a encore 5 ans, c'était un enfer d'envoyer un colis. Et aujourd'hui, c'est très fluide, c'est très flexible. Ils repensent. Alors, il y a encore plein de problèmes, mais ils repensent leur management, ils repensent leur façon de faire et le sens même des métiers, puisque le métier de facteur n'a pas un avenir flamboyant. Ouais, quasiment différent. Il y a tout un chapitre sur l'autonomie, sur la rénovation du salariat, et ça, je sais que c'est le thème chouchou de Nicolas Bouzou. Demain, on sera peut-être pas tous indépendants, mais on sera de plus en plus indépendants. Avec cette phrase intéressante, page 55 dans votre livre, le droit du travail enferme les travailleurs dans un univers carcéral. Au début, on pourrait se dire, mais c'est brutal. Et finalement, avec un peu de retour, un peu de réflexion, je m'aperçois que quand on a tous un peu voyagé, on a un peu de passé, un peu de culture historique, le droit du travail s'est rigidifié au cours de ces 20-30 dernières années, mais il y a 40 ans, ou dans des pays où le droit du travail est beaucoup plus libre que le nôtre, c'est pas l'esclavage non plus. Il y a toujours une forme de respect. Évidemment, les gens travaillent un petit peu plus, mais on vire pas les gens comme ça du jour au lendemain. On n'est pas dans la caricature. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que j'ai beaucoup de mal à le faire comprendre à mes concitoyens. Mais prenez les pays dans lesquels le droit du travail est le plus flexible. La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, pour prendre des pays qui sont proches de nous, ce sont les des patrons pays... sont pas des petits dictateurs. Non, mais même les relations sociales sont excellentes et sont très apaisées. Les conditions de travail sont très bonnes. Je vais prendre un exemple très concret pour bien me faire comprendre et notamment pour bien faire comprendre la phrase que vous avez citée, Yannick. Avec Julia, quand on va dans des grandes entreprises, on voit que très souvent les gens, y compris les cadres, badge, c'est-à-dire que quand ils rentrent, il faut qu'ils ils passent leur badge sous un lecteur et puis on sait à quelle heure ils rentrent, on sait à quelle heure ils sortent. C'est vrai pour le rentrer le matin, le soir, mais parfois même pour le déjeuner, etc. Et donc ils badgent parce que leur temps de travail est comptabilisé. Et en fait, leur temps de travail est comptabilisé parce que parfois les entreprises peuvent pas faire autrement. C'est un avatar des 35 heures. C'est-à-dire qu'on doit faire 35 heures par semaine. Alors je vais pas rentrer dans les détails du droit du travail, même si beaucoup d'auditeurs de Cairn News connaissent ça, mais pour les gens qui sont pas au forfait, on doit, ce qu'on appelle le forfait, on doit comptabiliser le nombre d'heures. Et donc il faut les badger. Et donc en réalité, là, c'est le droit du travail qui impose le flicage et la surveillance d'un certain nombre de salariés, ce qui en effet nous paraît tout à fait contre-productif, parce que nous on considère que, surtout d'ailleurs dans cette période de troisième révolution industrielle, les collaborateurs, il faut leur laisser de l'autonomie, il faut leur laisser développer leur capacité en tant qu'être humain. Et ce qui est plus insidieux en entreprise, pourquoi on a utilisé le mot carcéral? Ça fait référence clairement à Jeremy Bentham qui a parlé du panoptique de la prison, vous savez, qui est en verre, où tout est totalement visible. Or, si vous regardez les entreprises aujourd'hui, les technopoles qui se construisent dans la périphérie de Paris, des grandes boîtes, ce sont des technopoles de 8 étages, tout est invisible, tout est en verre, les open space, on voit tout le monde. Et il suffit de se savoir vu pour agir comme si nous étions vus. Donc il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Donc c'est très angoissant. C'est pour ça aussi que le télétravail marche très bien. Pourquoi? C'est pas simplement un gain de transport, c'est aussi parce que les gens ne sont plus en représentation permanente, ne se disent plus on est visible en permanence. C'est ce qui accapare une partie de l'esprit. C'est ce qui explique aussi que chez soi on est plus productif parce qu'on n'a pas cette représentation permanente. Donc alors évidemment on essaye de camoufler
boucler ça avec un cadre de boulot sympa, avec des baby-foot, des aspects ludiques, des plantes bio, des smoothies bio, etc., pour rendre le truc sympa. Mais en fait, c'est assez contraignant et assez carcéral d'être visible en permanence. D'ailleurs, vous évoquez à un moment dans le livre cette agence de pub, celle de Mercedes Serra, BETC, où tout est technologique, les gens, on arrive à savoir à quelle heure ils sont rentrés, à quelle heure ils sont partis. J'ai été effrayé de la part d'une agence de pub. Alors que je me souviens qu'un patron d'agence de pub avait dit dans les années 80, je crois que c'était Jean-Marie Dru, il avait dit un jour à un de ses cadres, il lui a dit, il faut que je vienne. Comment Jean-Marie Dru lui a dit, écoute, même si tu viens une demi-heure par semaine à l'agence et tu vas jouer au tennis ou au golf toute la semaine, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la demi-heure où tu sois là, tu as la bonne idée créative pour le client qui va nous faire gagner le budget, c'est tout ce qui compte. Mais là, c'est une confiance énorme. Or, c'est très, très, très peu pratiqué, la confiance dans l'entreprise. On est dans un univers très contractuel. Alors, le contrat, c'est exactement l'inverse de la confiance. Confiance, à un moment, elle s'impulse, elle s'amorce, elle ne s'attend pas toujours. Et j'entends beaucoup de managers dire, en gros, j'attends que mon collaborateur ait un comportement digne de confiance pour lui faire confiance. Ben, c'est tout sauf de la confiance. On fait pas confiance à des gens fiables. Les gens sont fiables, c'est pas la peine de leur faire confiance. Donc, à un moment, la confiance, c'est une prise de risque. L'étymologie même du mot le dit, cum fides, c'est-à-dire avec foi. On est dans le registre de la croyance, du pari sur l'inconnu. Si je vous fais confiance, je parie sur vous et je ne sais pas tout. Et c'est très difficile de mettre ça en place. Mais le télétravail, encore une fois, est un gage de confiance énorme. C'est comme en amour. Une reconnaissance. Exactement. Il y a un risque, une prise de risque. S'il n'y a pas une trahison possible, on n'est pas dans la confiance. En amour, vous commencez à regarder les portables, les mails, on est dans le contrôle. On n'est pas du tout dans la confiance. Mais je crois que c'est vrai dans toutes les relations humaines, en réalité, parce que ces travers que l'on dénonce dans l'entreprise, on les retrouve aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire que ces normes de plus en plus nombreuses, ces réglementations de plus en plus nombreuses, cette surveillance même de plus en plus forte, c'est quelque chose. Enfin, moi, je suis un libéral, comme vous savez, et c'est quelque chose qui me pèse. Je préfère avoir des relations sociales basées sur la confiance. Et les pays dont je parlais tout à l'heure, je prenais quelques exemples, mais je pourrais en mettre d'autres, l'Autriche, même l'Allemagne, etc. Mais très clairement la Suisse, les pays scandinaves, les Pays-Bas, ce sont des pays dans lesquels les relations à l'intérieur de l'entreprise sont basées sur la confiance, parce que les relations sociales, en règle générale, sont basées sur la confiance. Et donc ça fait à la fois des pays qui sont des pays plus libéraux, avec plus de liberté, et en même temps des pays dans lesquels on a un véritable ordre social. Ce sont pas des pays de désordre, si vous voulez. Yes. Mais est-ce que dans ces pays, la culture économique est-elle plus développée que chez nous? Et ça peut justement changer beaucoup de choses. Vous parlez un peu de la nécessité que doivent avoir les salariés de connaître le rôle, l'objet de l'entreprise. Mais en France, les salariés, d'ailleurs, comme les journalistes ou les politiques, n'ont aucune culture économique. Ce qui signifie que l'objet de l'entreprise est quelque chose qui échappe totalement aux salariés. Je vais même plus loin, aux entrepreneurs. Il m'est arrivé d'assister à des sélections, à des auditions de jeunes entrepreneurs de start-up qui avaient des bonnes idées. Et ces bonnes idées, 75% n'avaient aucun modèle économique. Alors, je posais la question, mais comment allez-vous gagner votre argent? Ok, vous avez une très belle idée. Ah, l'argent, pour l'instant, on va lever, puis ensuite on est dans un modèle social et solidaire. La priorité, c'est pas gagner de l'argent. Je dis, mais vous allez avoir on n'a aucune culture économique. Je pense que le problème, ça vient justement, soit on a le sens, on a des super idées, puis on n'a pas le modèle économique, soit on est dans une course économique et on performe économiquement, et là, le sens manque un peu. C'est ça qui est très difficile à allier. Ce sont ces deux exigences-là, à la fois du sens et à la fois la raison économique. Mais c'est parce qu'aussi on est dans une course économique de la performance pour la performance qu'on perd de vue le sens des choses. Et là, c'est un énorme problème pour les collaborateurs qui se lèvent le matin en disant mon boulot est utile, mais je sais pas vraiment pourquoi je fais ça. Quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils sont coordinateurs de flux transverses, c'est très compliqué de comprendre la finalité du job, même si on comprend qu'il est très utile. Donc c'est difficile, mais je trouve qu'on va dans le bon sens, et c'est pour ça que je souligne qu'on n'est pas du tout critique sur l'entreprise. Au contraire, on est très confiant. Il y a plein de choses qui se mettent en place et les choses sont en train de bouger. Et c'est la preuve, notre livre aurait pas ce succès-là si les gens n'étaient pas en train de se questionner sur ces problématiques-là. Et justement, la loi Pacte, etc., commence à redonner un sens à l'entreprise au-delà de la pure
performance économique. Donc je pense qu'on est en train de penser ensemble ces deux priorités que sont l'économique et le sens. D'ailleurs, lors du vote de la loi Pacte, les députés avaient posé la question sur le sens de l'entreprise. Oui, Il faut ouvrir un débat. Ça avait été dit à l'Assemblée. En fait, c'est ça qui fait un bon entrepreneur. Le bon entrepreneur, c'est celui qui donne du sens en ayant un business model. Mais c'est très difficile. C'est le en même temps macronien. Oui, là, il faut un peu de en même temps. C'est pour ça qu'il y en a très peu. En même temps, j'allais dire, on est dans une société où quelqu'un peut vous disrupter du jour au lendemain. Donc on peut pas dire quel est le cap, parce que dans 6 mois, un concurrent que l'on n'attendait pas risque d'arriver sur le marché. Parce que c'est ça le problème. C'est un truc qu'on nous dit souvent, oui. Si c'est la concurrence généralisée qui mène la danse, effectivement, là, il n'y a pas de cap à donner. C'est mon voisin qui va déterminer mon orientation. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver un sens au-delà, et je trouve que la raison d'être dans la loi Pacte le donne, des responsabilités sociales, sociétales, environnementales, donne un cap au-delà de la pure concurrence généralisée et de la loi économique. Donc c'est pour ça que c'est essentiel à mon sens, et ce n'est que par ce biais-là qu'on va pouvoir donner un sens autre que purement économique à l'entreprise. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Yannick. C'est-à-dire que je pense que je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que la concurrence est de plus en plus forte, que les technologies de la troisième révolution industrielle, elles disruptent énormément de situations acquises, elles brisent des rentes, etc. Mais je pense pas que ça invalide le fait de savoir ce qu'on veut faire. Je pense que si on veut faire une entreprise dans l'agroalimentaire, on fait une entreprise dans l'agroalimentaire. Donc c'est pas le cap qui change, c'est la façon d'arriver en tout cas au point de destination. Et c'est vrai que c'est une très grande difficulté aujourd'hui. Nous on le voit bien parce qu'on nous le dit pour les managers, parce que les managers nous disent, ils font la même remarque que vous au fond, ils nous disent vous parlez en permanence du sens, mais quand vous avez des startups chinoises qui sont capables de lever 1 milliard d'euros, qui arrivent sur notre secteur et qui menacent de disrupter la façon dont on travaille, c'est très difficile de garder un cap. Alors oui, c'est très difficile, mais l'objectif ne change pas. C'est la façon d'atteindre l'objectif qui change. Et ça, je pense que c'est de nature, justement, à rassurer les collaborateurs. C'est-à-dire, il faut leur dire, voilà ce qu'on veut faire, voilà l'entreprise qu'on essaie de construire, voilà la demande à laquelle on essaie de répondre. Mais en revanche, pour y arriver, en effet, les aléas technologiques, concurrentiels, la mondialisation, la réglementation, tout ce que vous voulez, font que on sera obligé sans doute de changer plusieurs fois de stratégie. Et je pense que c'est pas parce qu'il faut les deux, le sens et l'économique, qu'on peut les penser en même temps. Là, pour le coup, il faut les allier, mais je pense que le sens vient une fois qu'on a performé économiquement. La Chine ne se pose pas la question du sens. La loi Pacte ne ferait aucun sens, n'aurait aucun sens en Chine. Donc nous, justement, c'est parce qu'on a dépassé un peu ce cadre-là qu'on a le luxe de se poser la question du sens. Donc c'est pas en même temps n'est pas une simultanéité de temporalité, si vous voulez. Oui, mais regardez les grands chefs d'entreprise aujourd'hui, notamment ceux de la Silicon Valley, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, même s'il a plus de difficultés, ou en Chine, Jack Ma. Ce sont des gens qui font les deux. C'est-à-dire que très clairement, ils donnent du sens. Jeff Bezos donne du sens, évidemment. Amazon, il veut que la planète entière puisse être livrée rapidement de produits le moins cher possible. Donc il y a vraiment un projet, ça a du sens. Elon Musk veut coloniser Mars. Mark Zuckerberg veut connecter tous les terriens au fond. Bon. Donc ce sont des gens qui donnent du sens et qui, en même temps, ont des business models qui sont extrêmement performants. Alors Elon Musk, je mets un peu de côté, c'est un peu plus compliqué, mais Jeff Bezos, par exemple, est quelqu'un qui est incroyablement rigoureux du point de vue économique. D'ailleurs, il est devenu l'homme le plus riche du monde, je crois. Et puis c'est pas si compliqué quand à l'échelle individuelle c'est ce qu'on fait. Si ça c'est très compliqué. Non mais à l'échelle individuelle c'est ce qu'on fait. On veut un job qui ait du sens. On n'a pas envie de se relever en se disant ce que je fais est totalement inutile et en même temps on veut gagner de l'argent. Donc ces deux exigences là sont pas deux exigences complètement utopiques. C'est ce que vous avez fait dans la presse. C'est ce qu'on fait au quotidien. Bah voilà exactement. Plus, vous donnez du sens et de l'économie. Sur le sens, sauf sur l'économie, on pourrait gagner bien plus d'argent. La Baule Plus, ça va. Nicolas Bouzou et Juliette Funès. Oui, quand on parlait de la loi Pacte, mais on n'a pas attendu la loi Pacte. Regardez ces entrepreneurs qui avaient des belles PME dans les années 30, 40, 50, 60, 70, même dans les années avant les congés payés. Eh ben, quand il y avait une fête dans le village, ils donnaient à leurs salariés l'autorisation de sortir l'après-midi pour aller à la fête. Et le lendemain, ils disaient, si vous vous couchez tard, il y aura une grande fête. Personne ne travaille demain avant midi. Ces comportements paternalistes, finalement, qui existaient dans nos provinces. Oui, mais ça a et rien les choses se passaient bien. Oui. Et donc, c'est-à-dire que le patron se posait
avait déjà le sens de l'environnement social, économique, voire même écologique. Oui, enfin, le management paternaliste, d'ailleurs le mot paternalisme est très péjoratif en fait, parce qu'on entend derrière paternaliste, autoritariste, le management des années 50, 60, Tout 70. dépend des expériences personnelles que l'on a eues. Voilà, mais on est passé d'un management très paternaliste à un management très maternant, où on donne des bonbons aux salariés, où on leur fait des formations ludiques, où on les cours de yoga, les ostéopathes, le psy, la piscine, enfin tout, vous pouvez voir. Et je pense que les gens saturent on est passé comme un pendule qui oscille de l'un à l'autre. Là, on revient à une juste mesure, c'est-à-dire pas papa très sévère qui dit demain matin on s'est couché tard, levez-vous un peu plus tard, parce que c'est quand même très infantilisant aussi. Et on veut pas non plus du cocooning maternant ambiant qu'on rencontre aujourd'hui. Donc entre papa très sévère et maman très gentille, il faudrait quand même retrouver le sens du management qui est une autorité. On en a parlé hier soir lors de la conférence, l'autorité véritable, c'est-à-dire du charisme, du leadership, en laissant de l'autonomie aux salariés. Responsabiliser les collaborateurs. Aujourd'hui, ils souffrent d'une déresponsabilisation énorme, d'un manque de reconnaissance qui vient aussi de cette déresponsabilisation. Et donc voilà, je pense qu'on oscille et qu'on va revenir à un juste milieu avec une certaine autorité, un certain charisme, et c'est ce qui n'a rien à voir avec la loi Pacte. Bien sûr. À un moment dans le livre, vous évoquez, ça c'est le grand aussi dada de Nicolas Bouzou, le principe de précaution qui nous a fait tant de mal depuis que Chirac l'avait fait. Et tant de bien aussi, c'est pas à critiquer. Non, parce que ça, à chaque fois qu'on parle du principe de précaution, on dit mais on peut pas être critique sur le principe de précaution. Il faut savoir de quoi on parle. Si on parle du principe de précaution dans son fondement éthique philosophique, ça a été créé par un philosophe Hans Jonas, J-O-N-A-S, en 79, et le principe de précaution est quelque chose de fondamental. Il s'agit pas de revenir dessus. Dans sa base, le syllogisme était très simple. Je suis très rapide, je veux pas être barbante, mais en gros, c'était dans le livre de Jonas. 1, l'humanité est une espèce fantastique. 2, elle est capable de créer des techniques susceptibles de l'anéantir. Donc, il faut des normes éthiques en cas de risque environnemental, sanitaire ou humanitaire. Dans ces 3 cas-là, le principe de précaution doit absolument s'appliquer. C'est même pas une question. Il est inscrit dans notre Constitution aujourd'hui, donc c'est plus une question. Simplement, on a dérivé de façon très insidieuse, très incrémentale, du principe de précaution à une idéologie précautionniste, où là, le moindre risque est considéré comme une menace. Et c'est contre cette déviance-là, cette dérive-là qu'on est critique, mais pas contre le principe de précaution en tant que tel. Alors, je suis un peu plus sévère que Julia, parce que je partage évidemment complètement son raisonnement. Simplement, je pense que cette dérive précautionniste, elle était en fait elle était obligatoire, au fond, à partir du moment où on inscrit le principe de précaution dans la Constitution. C'est le seul pays au monde. Beaucoup de pays ont un principe de précaution, mais nous, on l'a inscrit dans la Constitution. Et en France, je connais les très grands charmes de mon pays. Je connais aussi ses petits défauts, c'est-à-dire une capacité un peu débridée à normer et à légiférer à partir de principes. Alors, quand ils sont inscrits dans la Constitution, évidemment, c'est la justification est toute trouvée. Et donc, le principe de précaution revient quand même en France à protéger le passé, alors qu'on devrait plutôt protéger l'avenir. Donc je pense que c'est un problème. Là où Julia a évidemment complètement raison, c'est qu'on ne reviendra pas dessus. Il n'y a pas de possibilité de supprimer, pas d'espace politique pour supprimer le principe de précaution. Et donc la seule chose que l'on puisse faire, c'est lutter contre cette dérive précautionniste et revenir au fond à ce que les Grecs appelaient la prudence, qui est complètement différent, puisque Aristote explique ça merveilleusement bien, très clairement. La précaution porte sur les fins et la prudence porte sur les moyens. Donc la précaution vous dit ne fais pas de ski. La prudence vous dit fais du ski en proportion de tes capacités. Et donc il faut qu'on arrive à aller davantage vers la prudence et moins vers la précaution. Ça, c'est un travail que nous on doit faire justement en participant au débat public pour essayer de sensibiliser nos concitoyens au fait que la peur fait faire des bêtises et que le fait de vouloir empêcher tous les risques, annihiler tous les risques, en réalité nous fait prendre de très grands risques. C'est ce que je voulais dire quand je disais on protège le passé plutôt que l'avenir. J'ai évoqué un autre principe de précaution à travers 2 exemples. Vous êtes directeur du marketing d'une multinationale, vous venez d'être recruté, vous devez rendre des comptes à vos actionnaires, on vous charge d'une nouvelle campagne de communication. Vous avez un créatif qui est une toute petite agence qui vient de créer, qui a une idée géniale,
et vous avez un grand groupe de pub international avec des annonces partout qui a une idée très banale, dans 99% des cas, le directeur du marketing va prendre la grande agence parce qu'il va se dire au moins, si on me dit que la campagne n'a pas marché, je vais sortir le parapluie en disant, vous voyez, j'ai fait appel à cette grande agence. Ça illustre exactement le problème de la peur. Autre exemple. C'est l'idéologie de la peur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre un risque. L'idéologie de la peur. L'autre exemple que je vais prendre, c'est que vous êtes salarié chez un éditeur qui vient d'être acheté par un grand groupe. Vous devez sortir un livre, vous recevez un manuscrit d'un inconnu qui est génial et un manuscrit totalement banal d'un type qui a déjà vendu 500 000 livres. Au moins, vous allez prendre le gars qui a fait les 500 000 livres, parce que si ça marche pas, en conseil d'administration, vous dire bon, ok, il a pas vendu, mais regardez, avant, il avait vendu 500 000 livres. Donc exactement. C'est pareil. C'est le parapluie. C'est ne surtout pas prendre. Alors les éditeurs sont, si je prends l'exemple de Proust, quand même, Gallimard pourrait s'en mordre les doigts encore. Et d'ailleurs, je remercie Muriel Beyer, notre éditrice, parce que elle nous a fait une grande confiance. En éditant Julia de Funès et Nicolas Bouzou, il n'y a aucun risque de précaution. Alors là, c'est un énorme risque. Justement, il n'y a aucun risque. Si. Il y en avait un risque tellement vous êtes apprécié. Mais ce que vous soulignez, c'est vraiment ça, c'est l'idéologie de la peur, c'est-à-dire que la peur altère les représentations. On voit le risque absolument comme une menace, jamais comme une opportunité. On n'ose pas jouer avec les aléas, avec les contingences. Et Nicolas a cité Aristote, c'est ce qu'il appelait avoir de l'intelligence d'action ou l'œil de l'âme. Pourquoi l'âme ? Parce qu'il faut sortir un moment de l'intelligence purement rationnelle, procédurale, et être capable de faire un saut sur l'inconnu. C'est ce qui se passe, vous avez donné des exemples, mais en recrutement. Combien de clients recrutent, en fait, disent aux recruteurs, aux chasseurs de tête, oui, j'aimerais bien un profil atypique, et en fait, ils prennent exactement le clone de ce qu'ils sont eux-mêmes ou de l'école qu'ils ont faite, et donc il n'y a aucun hasard possible. Mais ça, c'est très nivelant pour la créativité, c'est absolument pas fructueux pour les entreprises. En fait, nos sociétés sont aujourd'hui dominées par trois idéologies: l'idéologie de la peur, l'idéologie de l'égalitarisme et l'idéologie du bien-être et du bonheur. Et le problème de l'entreprise, c'est qu'elle laisse la porte ouverte à ces idéologies. Elle les développe. Oui, mais le problème, c'est que l'égalitarisme, c'est-à-dire il n'y a plus aucune hiérarchie, même dans le travail bien fait ou mal fait. On doit donner une prime à tout le monde. Je termine juste mon raisonnement. Le problème, c'est que ces trois idéologies sont contradictoires avec l'essence de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise devrait être le lieu du risque, ça devrait être le lieu de la méritocratie, et ça devrait être le lieu du travail. Et donc, au fond, on se retrouve avec des entreprises qui, vous savez, comme quand vous allez dans un parc d'attractions, c'est en carton-pâte, vous vous dites, ça va pas. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de grandes entreprises, fonctionnent un peu comme ça. Excuse-moi. Non, sur l'égalitarisme, c'est pas qu'on donne des primes à tout le monde, parce que ça, non. C'est simplement qu'on présuppose que tout le monde pourrait avoir les qualités de tout le monde. Et que, si je prends le management comme exemple, que toute personne qui réussit pas mal dans son job, au bout de 5-6 ans, devient automatiquement manager, et que tout le monde pourrait devenir manager. Or, c'est une énorme erreur. C'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on est un bon manager. Le leadership n'est pas la chose du monde la mieux partagée. C'est pour ça que les formations au leadership sont très très souvent en tourne à vide ou sont vaines, parce qu'on peut pas faire d'un timide un orateur hors pair, et on peut pas techniciser le charisme ou le leadership. Ça veut pas dire que c'est inné, on peut le travailler, on peut le développer, mais c'est beaucoup plus une question d'authentique que de technique. Et ceux qui n'ont pas ces compétences-là ont un rôle absolument essentiel et utile dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de dire il faut que des leaders et des charismatiques, mais simplement arrêtons de vouloir uniformiser toutes les qualités humaines. La comédie inhumaine, c'est le livre de Nicolas Bouzou et Julia de Funès qui me font l'honneur de partager ce studio et cet entretien. On parle de cette prise de risque, mais nous-mêmes, en tant qu'électeurs dans notre vie quotidienne, on ne prend pas de risque. Est-ce qu'en France, nous pourrions élire un Ronald Reagan, c'est-à-dire un acteur de série B qui s'est avéré être un excellent président des États-Unis? Est-ce qu'on aurait pu élire un Pierre Bérégovoy, autodidacte, aurait plutôt élire un René Mounori, qui a été un excellent ministre de l'économie, garagiste à Loudun. Et pourtant, l'électeur est le premier à dire oui, il faut prendre des risques, il faut des gens créatifs, des gens qui sont innovants. Mais au moment de mettre le bulletin de vote, le gars tremble. Au moins, lui, il a fait de grandes études, on peut lui faire confiance. Oui, je trouve un peu sévère, parce que je pense que, pour revenir vraiment à l'actualité, élire Emmanuel Macron a dû être considéré par beaucoup de nos concitoyens comme une prise de risque, parce que c'était quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un qui dit les choses, ce qu'on lui a reproché. Moi, j'apprécie ça. Il venait quand même du système, il était ministre, il était quand même, voilà. Mais je veux dire, bien sûr, mais
Bon, je trouve que les Français font parfois des choix électoraux qui sont un petit peu audacieux. Non, mais Nicolas Sarkozy aussi, d'une certaine façon, c'était un choix un petit peu audacieux. Je pense que, au fond, ce dont on souffre en France, c'est pas tant du choix de nos gouvernants, parce que moi, je trouve que les présidents français font pas du tout déshonneur à la France. Et vous savez, même François Hollande, moi, je lui ai jamais donné 3 sur 20. J'ai jamais été d'accord avec François Hollande, mais j'ai jamais considéré que c'était quelqu'un qui conduisait la France de façon indigne. Donc, je pense que c'est pas ça. Je pense que, en revanche, il y a une espèce de difficulté à se projeter vers l'avenir, à faire passer des réformes, à prendre des risques que l'on paye au cours des mandats. Donc le problème, au fond, allez, je vais pas être démago, le problème, c'est moins le président, c'est moins les gens qui sont élus que le comportement du corps électoral pendant le quinquennat. On voit bien qu'il est très difficile de faire des réformes parce que tout de suite, ça suscite des blocages. Sur le bon choix, c'est très intéressant ça, parce que effectivement, il y a une prise de risque. Il était ni de gauche ni de droite. On changeait le modèle. Le modèle a changé, donc c'était un saut dans l'inconnu. Mais sur le bon choix, on pense toujours qu'on doit faire le bon choix en avant. C'est-à-dire qu'on tergiverse, on pense notre bon choix, et puis après on se dit est-ce que c'était le bon choix. Mais il faut vouloir faire en sorte que ce soit le bon choix aussi. Et c'est là que je te rejoins, parce que le bon choix, il est a posteriori. Il n'est pas toujours a priori. Est-ce qu'on a fait le bon choix et après on laisse le hasard faire? Non. Faisons tout pour faire en sorte que notre choix fût le bon. Finalement, tout se rapporte comme dans l'amour, comme dans une relation de couple. Et oui, parce qu'en réalité, une relation de couple, parfois, au bout de quelques mois, ça peut pas très bien. Eh bien, on se dit, il faut qu'on se donne la chance que notre couple fonctionne. C'est la même chose. Bien sûr, c'est un effort. Ça se fait pas tout seul. C'est pas au sens effort, mon Dieu, ça doit pas être une contrainte. Mais est-ce qu'on veut que notre mariage, que notre union soit une réussite ou non? Ou est-ce qu'on attend le hasard faire les choses? Donc le bon choix, encore une fois, il est a posteriori, et c'est une construction de chaque jour. Bon, on a encore 5 minutes. J'aimerais revenir sur un autre sujet, sur la multiplication des process qui font cette prise de précaution, enchaîner les réunions. C'est pourquoi les pouvoirs publics tombent-ils dans ce piège que de multiplier les normes et les process? On y revient, c'est la question de la peur. C'est très intéressant. Quand vous en parlez à un politique, au fond, il vous dit, on reçoit des injonctions contradictoires en permanence. C'est ça d'ailleurs la grande contradiction du capitalisme. C'est pas, contrairement à ce que disait Marx, le combat des classes sociales. C'est pas ça. La vraie contradiction du capitalisme, c'est le fait que les gens veulent le résultat de l'innovation, veulent le résultat de la destruction créatrice, comme on dit dans ma corporation, c'est-à-dire qu'ils veulent de la croissance, du pouvoir d'achat, des moyens de financer les services publics, etc. Mais ils ne veulent pas la condition de ça, qui est la partie destruction de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le changement. Voilà. Et donc, les politiques reçoivent cette injonction contradictoire. C'est très exactement ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on veut du pouvoir d'achat, on veut de l'emploi, etc. Mais on veut pas que les choses changent, et on veut de la protection, on veut de la sécurité. Et quel est le meilleur moyen de répondre à une demande de sécurité? C'est de multiplier les normes et les réglementations. Et donc c'est les Français qui sont très demandeurs de sécurité. C'est vrai de tous les pays développés, mais les Français peut-être un peu plus encore. Du coup, les Français sont très demandeurs de protection, et le politique répond avec des lois, des normes et des réglementations. Au niveau national, on légifère. La preuve, il y a encore 15 jours, on a légiféré sur la fessée. Vous imaginez à quel point la législation rentre dans la vie privée. Et au niveau entrepreneurial, les entreprises, on procédurise à tout va. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Le process minimise le risque, mais le problème, c'est qu'il paralyse l'action. Donc, on va procéduriser pour tout. Maintenant, pour réserver une salle dans une entreprise, il faut un process. Pour manger au self, il faut un process. Encore une fois, et là, il faut être nuancé parce qu'on peut nous caricaturer de façon trop facile. Il s'agit pas du tout de critiquer le process. Non. Il s'agit pas de le process n'est pas un mal en soi. C'est toujours dans la dose qu'est le poison. C'est jamais dans la chose. Et quand le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, là, on tombe dans l'absurdie. On fait d'un moyen une fin en soi, et c'est la définition même de l'absurde. Quand j'entends des gens, mais même au-delà dans notre société, nous dire « j'applique pour appliquer », ou vous êtes face à un mur parce que ça ferait sens qu'ils s'affranchissent un peu du process, il vous dit « non, la procédure, c'est la procédure », là, on se dit vivement l'intelligence artificielle qui saura justement dévier un peu en fonction des données reçues, mais ça déshumanise, et c'est pour ça notre titre, la comédie inhumaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus affaire à des esprits humains quand ils sont dans cette logique procédurale à tout prix. Et en effet, comme le dit Julia, la nouveauté, en fait, c'est les technologies de la troisième révolution industrielle, et notamment l'intelligence artificielle, qui saura, elle, s'occuper des process, qui saura faire des reportings. Ça veut dire que, au fond, pour valoriser, la valorisation du capital humain, c'est la valorisation de la prise d'initiative, de la créativité, de l'empathie, de la rigueur, du sens, de la capacité à avoir une vision systémique des choses.
choses. Et aujourd'hui, c'est pas ça qui est valorisé dans l'entreprise. Et donc, il faut que les entreprises arrivent à valoriser ces compétences. Alors qu'aujourd'hui, elles font un gloubi-boulga avec le collectif, les réunions, les jeux, etc. C'est pour ça qu'on insiste dans le livre sur les qualités strictement humaines. Là-dedans, il y a pas la recette, je déteste le mot, mais la quintessence de ce sur quoi il faut appuyer, les qualités strictement humaines, pour humaniser les relations. Vous savez, l'humain, c'est un poncif en entreprise. On va réinjecter de l'humain au centre, l'humain au cœur. On n'en peut plus de cet humain tarte à la crème. Ça veut dire quoi, humaniser? Miser sur on a fait 15 propositions à la fin, sur les qualités strictement humaines, prise de risque, sens, confiance, c'est-à-dire relations interpersonnelles. Il m'est arrivé à une époque de côtoyer des lobbyistes à l'Assemblée nationale qui venaient voir les parlementaires avec des idées émises par ces grands groupes. Et j'ai constaté que ces idées allaient toujours dans le sens de la bonne intention, plus de process pour que les gens se sentent mieux dans les entreprises, voilà ce que l'on pourrait faire, etc. Et j'ai très vite compris que finalement l'intérêt aussi des très grandes multinationales et des grands groupes était de faire rentrer dans la législation des process parce que elles étaient prêtes à les adapter, et ça mettait des barrières à l'entrée énormes pour la concurrence qui ne pouvait plus suivre. Je vais vous donner un exemple très concret. Qu'en pensez-vous? Je suis évidemment complètement d'accord avec vous. Les entreprises cherchent à ériger des rentes, des barrières à l'entrée, mais je vais vous donner un exemple très concret. L'Europe a fait passer un truc qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de la protection des données. Je suis complètement opposé à ça. L'argument de l'Europe, c'était de dire, au fond, il faut protéger les droits des internautes, la privacy, etc. Bon, sauf que 80% des sociétés françaises sont en infraction aujourd'hui. En réalité, et on s'est dit, vous voyez, les GAFA, en fait, ne râlent pas. Google, Amazon, Facebook, ça les dérange. Mais pourquoi ça les dérange pas? Parce que évidemment que ça les arrange, parce que elles ont des pelletés d'avocats, de services juridiques, etc. Et donc, d'une certaine façon, ça les protège. Et donc, l'Europe fait passer un règlement qui va protéger les grandes entreprises américaines et chinoises, sans le vouloir. Ça, c'est un problème de compétence, de la Commission européenne. Mais en revanche, ça diminue la concurrence potentielle et la capacité de nouveaux entrants européens à aller concurrencer et des indépendants. Les GAFA. Et donc, ce sont les très grandes entreprises qui sont ravies de ça. Le rêve d'Internet, c'était finalement que le marchand de sel du coin de la rue au Marais Salon, en bricolant son site Internet, arrive à faire son site de commerce en ligne pour vendre son sel. Mais maintenant, avec le RGPD, les process, les codes techniques, il faut qu'il fasse appel à une web agency qui va lui facturer ça 10 000 euros. C'est Amazon qui peut le faire. C'est possible. Ou Alibaba, bien sûr. Ou les très gros. Il faut pas que l'éthique, ou en tout cas, vienne contrecarrer la logique économique. C'est ça qui est difficile dans notre pays. On survalorise l'éthique par rapport à la performance économique. Je pense que les deux doivent aller de pair. Je sais que t'es un petit peu moins sur l'éthique que moi, mais en tout cas, je trouve qu'il faut qu'elle accompagne l'économique, mais pas qu'elle soit en priorité, parce que sinon, effectivement, on bloque toutes les innovations. J'étais dans une entreprise d'intelligence artificielle au Luxembourg l'autre jour, et il me dit, mais on a des moyens fantastiques d'innover là-dessus, mais on est juste bloqué. Donc c'est quand même aberrant. Faisons et puis accompagnons éthiquement les choses, mais arrêtons de poser l'éthique en premier. Et pourtant, en tant que philosophe, je devrais placer l'éthique en premier. Mais je pense que c'est vraiment un accompagnateur de l'économique, mais il ne faut pas qu'elle se pose en priorité. Sinon, on freine toute l'innovation. Il faut la puissance technologique, la puissance économique et l'éthique. Et l'appui éthique. Il faut les trois. Mais vous avez dit à Nicolas Bouzou, il est moins dans l'éthique que moi, mais je vais pas parler à sa place. Mais j'ai le sentiment qu'il est un peu comme. En réalité, on place aussi l'éthique en premier rang. Simplement, on se dit naturellement l'homme. Place l'éthique, dans notre comportement, on essaye tous d'avoir un comportement éthique au quotidien. On n'a pas besoin de nous le dicter. Alors ça, vous avez. Alors, je pense pas que ce soit un comportement très. Il y a pas beaucoup d'éthique individuelle. Simplement, vous avez raison d'insister sur quelque chose qui est pas l'éthique, c'est sur la moraline ambiante. On est bombardé de morale, de petites pommades, de baumes éthiques. Vous voyez la petite pommade, c'est ce qui se passe quand vous fumez un paquet de cigarettes et que sur le paquet il y a écrit fume et tue. On n'a pas besoin de cette morale. Quand on cause pas de mal à autrui, c'est pas la peine qu'on nous dise comment agir et comment se comporter. Encore une fois, c'est une déresponsabilisation des individus de leur dire regardez, agissez comme ceci, comme cela. Et ça sera bon. Moi, je suis pour une morale une société minimaliste. De haine où les Français ne s'aiment plus. Voilà où on en arrive. Les gens, sur tous les sujets, la France est divisée. Oui, la France, mais c'est pas en leur mettant des messages de moraline que les gens vont s'aimer. Exactement. Ça amplifie. Exactement. Je suis sur votre ligne. Ouais. C'est bon. Voilà, oui. Merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, c'était génial de vous avoir tous les deux, Nicolas Bouzou et Julia de Funès, pour la comédie Inhumaine.
je vous présente pas parce qu'en réalité, si je devais mettre une carte de visite, Nicolas Bouzou, économiste, Julia de Funès, psychologue. Non, philosophe, pas psychologue. Non, je suis pas psy du tout. Philosophe, c'est ce que je voulais dire. En réalité, vous êtes tout parce que vous êtes des agitateurs d'idées merveilleux. Vous nous faites progresser. Vous êtes dans notre vie professionnelle. Allez. Vous êtes un ascenseur. Voilà. Je pourrais vous dire que vous êtes un ascenseur, vous êtes autiste. Faut faire attention, l'ascenseur ça redescend. Hein. Non, celui qui nous aide à progresser. Et quand on est en haut, grâce à vous, on a une vision. Voilà, on voit tout ce qu'on a autour. Et ben c'est ça, c'est ce que vous nous permettez de faire. Donc vous êtes, et c'est toujours un bonheur. Voilà. Merci. Le livre est un énorme succès. Il faut absolument le lire parce que vous passerez un très très bon moment. Publié par l'Observatoire, Nicolas Bouzou, Julia de Funès, La comédie inhumaine. Merci. Merci Yannick.